Yaurana, très heureuse de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 9 août. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, le portrait d'un monstre sacré à Te Ahupu'o. À 54 ans, fort de ses 34 ans de carrière, de ses 5 victoires à Te Ahupu'o et de ses 11 titres de champion du monde, Kelly Slater défiera demain Gabriel Medina. Nous avons rencontré le King à la veille de ce duel. Au sommaire également, les clés du succès du collège Anne-Marie Javoué. Alors que la réussite au brevet chute au Fénois, cet établissement maintient ses résultats tout en accueillant 15% d'élèves à besoins particuliers. Nous en parlerons avec notre invité, le vice-recteur André Canvel, qui répondra aussi à nos questions sur les grands défis de cette rentrée scolaire. Et puis on parlera environnement, donner une personnalité juridique aux baleines pour mieux les protéger. C'est l'ambition du projet Aveil Moana, une alliance entre savoirs ancestraux et sciences pour préserver les grands cétacés de nos îles jusqu'en haute mer. Enfin, un retour aux sources pour Rachel Moutam. L'ancienne candidate à Miss Tahiti s'est envolée vers son île natale, Ra'iatea, pour des retrouvailles familiales intimes et un hommage touchant à la mémoire de son père. C'était la deuxième journée de compétition ce matin à Te Ahupu'o, mais avec des conditions météo très capricieuses. Lancée dès 7h30, l'épreuve n'a duré que 3 séries, marquant notamment la défaite du Français Marco Mignot. Malgré de magnifiques vagues, parfois trop massives pour être surfées, la pluie et le vent ont forcé les organisateurs à suspendre la compétition dès 9h30. Reprise espérée demain. Et parmi les stars du circuit, un homme continue de captiver toutes les attentions, Kelly Slater. 34 ans de carrière, 11 titres de champion du monde et une relation fusionnelle avec Te Ahupu'o depuis 1993. Vainqueur à 5 reprises sur la vague mythique, un record. Ruanui Atuahiva et Heiroa Tuahu ont pu rencontrer ce matin à Veirao la légende vivante du surf. Regardez. How are you? On l'appelle le greatest of all time ou encore l'extraterrestre. Entre Kelly Slater et Te Ahupu'o, l'histoire dure depuis maintenant plus de 3 décennies. Depuis sa première venue en 1993, l'Américain a vu défiler les générations, mais son plaisir de retrouver la Polynésie et cette vague mythique est resté intact. Ça fait maintenant 33 ans que je viens à Tahiti depuis 1993. J'ai beaucoup surfé, juste pour le plaisir ici, visiter la Polynésie et passer beaucoup de temps à l'eau et à m'amuser. Je ne veux pas aller quelque part juste pour participer à la compétition et le voir comme une mission à accomplir. C'est tellement mieux de passer du temps dans un endroit que tu affectionnes, que tu t'amuses avec les vagues. C'est plus une aventure qu'une peur. Et des souvenirs à Te Ahupu'o, Kelly Slater en a construit quelques-uns au cours de sa longue carrière. Des images devenues cultes, mais aussi des duels face aux meilleurs surfeurs sur plusieurs générations. Lorsque j'ai bu une bière dans un tube l'année où j'ai gagné la compétition en 2005, c'était vraiment quelque chose de mémorable. Puis, suite à ça, j'ai pu travailler en collaboration avec Hinano pour sortir une canette collector. Et puis aussi l'année où les vagues étaient parfaites en 2014, où j'ai pu faire une demi-finale avec John Florence et à la finale avec Medina, de pouvoir surfer dans de telles conditions face à eux. C'était spécial. Mais cette histoire pourrait bientôt toucher à sa fin. Pour cette édition 2026, l'icône aux 11 titres mondiaux sait que chaque série à Te Ahupu'o peut désormais être sa dernière. C'est sûrement ma dernière participation ici à Te Ahupu'o. On verra. Mais si jamais je gagne cette année, je serai plus qu'heureux d'arrêter sur cette victoire. Les chances de gagner 2 fois d'affilée sont infimes. Et si j'arrive à gagner à mon âge, je serai là. OK, c'est bon. Je peux m'arrêter. Victorieux du Hawaïen Eli Hanman au premier tour, il sera opposé au triple champion du monde Gabriel Medina au second tour. Une finale avant l'heure et un parfum de 2014. Cette année-là, les deux hommes s'étaient déjà affrontés pour le titre à Te Ahupu'o, remporté par le Brésilien. Les élèves du second degré feront leur rentrée à partir de mardi.
Pour les collégiens, l'objectif final sera de décrocher le DNB, le tout premier diplôme de leur scolarité. Et à ce jeu-là, un établissement surclasse tous les autres. Depuis 5 ans, le collège Anne-Marie Javoué de Pape-Été affiche le meilleur taux de réussite du Fénois. Samtei Naoré nous dévoile les secrets de cette réussite fondée sur le bien-être. Et vous venez juste avec de quoi écrire et puis vos cadenas pour les casiers. Cette année, le collège Anne-Marie Javoué est un des rares établissements scolaires de Polynésie à enregistrer une légère augmentation du nombre d'élèves inscrits. De 826 élèves l'année dernière, il passe à 829 pour cette rentrée. Ce succès s'explique entre autres par les bons résultats obtenus chaque année aux examens du DNB. Malgré une chute des résultats de l'édition 2026 par rapport à 2025, cet établissement maintient son niveau. Fait remarquable, son directeur ne choisit pas ses élèves en fonction de leur niveau d'excellence, mais en fonction de leur niveau de difficulté à apprendre. En effet, 15% des élèves du collège sont des enfants à besoins particuliers. Pour les mener à la réussite, les ingrédients secrets sont l'exigence et la bienveillance. C'est justement monter le niveau de l'élève, essayer de faire en sorte qu'il puisse suivre, mais tout en étant bienveillant. Mais le gamin, il doit être bien aussi dans sa peau. Donc, on essaie de mettre tous les ingrédients pour que ça se déroule bien. Et dans l'ensemble, on a de bons résultats parce qu'à l'arrivée, les enfants nous montrent bien qu'ils ont envie de travailler. Bon, bien sûr, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, mais le chemin que nous employons, c'est l'exigence dans la bienveillance. Bien que le collège Anne-Marie Javoué soit un établissement catholique, plus de la moitié des élèves ne le sont pas. Mais ce que son personnel enseignant et non enseignant applique scrupuleusement, c'est l'une des priorités de sœur Anne-Marie Javoué, favoriser l'éducation, l'instruction et le soin des enfants, en particulier les plus démunis. Et pour parler des résultats du DNB, mais aussi des grands défis de cette rentrée scolaire, nous recevons ce soir André Canvel, le vice-recteur de la Polynésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, contrairement à l'établissement Anne-Marie Javoué du privé, au niveau national, c'est une rentrée marquée par la chute des résultats au brevet. 65% de réussite cette année contre 78 l'an dernier, soit 13 points de moins. Comment expliquez-vous ce recul net ? Alors, c'est un recul qu'il faut relativiser. C'est toujours pareil, c'est des taux globaux. En fait, le paysage est très hétéroclite et très hétérogène sur le territoire. Vous avez des établissements qui ont maintenu le cap, qui continuent d'avoir de bons résultats. Et puis, il y a d'autres établissements qui se sont, hélas, un peu effondrés. La raison, enfin, il y a plusieurs raisons. C'est toujours pareil, c'est assez polymorphe. Pour moi, l'une des raisons essentielles, c'est l'évolution des modalités d'évaluation entre le contenu et le contrôle terminal. Je pense que on a péché par excès d'orgueil. On aurait peut-être dû être beaucoup plus anticipateur dans le courant de l'année pour alerter les équipes de façon à ce qu'ils ajustent, ils adaptent leurs pratiques pour préparer au mieux cet examen. Et est-ce que le problème ne vient-il pas des fondamentaux dès l'entrée en sixième ou d'un décrochage un peu plus tardif ? Il est évident que de toute façon, le DNB n'est que le résultat d'un parcours, depuis la maternelle jusqu'à la classe de troisième. Donc c'est une accumulation. Donc la liaison école-collège, je sais que la ministre y est excessivement attentive, et c'est pour ça qu'on travaille de concert avec les inspecteurs du premier degré et du second degré pour travailler cette articulation école-collège, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les apprentissages. Je reviens juste sur si vous voulez bien, sur le petit documentaire que vous avez bien voulu montrer. Si vous écoutez bien le directeur parle d'abord d'exigence et de bienveillance. Je crois que il faut absolument que dans les établissements publics, nous soyons beaucoup plus exigeants et que l'on travaille sur les apprentissages en acceptant à un moment donné que apprendre n'est pas toujours quelque chose de très facile, de très agréable, parce que ça nécessite des changements de posture, des changements d'attitude. Ça nécessite aussi de se départir de choses que l'on sait pour en apprendre d'autres. Et je pense que nous avons absolument un travail à faire en étroite interaction avec les enseignants pour justement améliorer, et c'est ce que j'ai un peu dit lors de la réunion de la rentrée des personnels d'encadrement, d'être beaucoup plus attentif pour accompagner les enseignants de façon à ce que cette exigence soit aussi comprise par les parents. Parce qu'il faut aussi que les parents comprennent bien
que pour faire progresser des élèves, il faut aussi absolument accepter que ces élèves puissent être en échec pendant l'année pour mieux les faire rebondir à partir des erreurs qu'ils commettent. Alors, monsieur le vice-recteur, vous êtes en poste depuis février. Après ces 6 premiers mois d'observation, quel diagnostic faites-vous de nos établissements ? Alors, je serais bien grand devin pour répondre à cette question. Vous savez, 6 mois, il faut faire preuve d'humilité face à la complexité du modèle polynésien. Moi, ce que je constate, il y a 4 éléments qui m'ont profondément marqué depuis ces 6 mois. Le premier, c'est un système éducatif extrêmement agile, capable de s'adapter au territoire, s'adapter aussi aux populations. La deuxième chose, des personnels très engagés, très attachés à l'école. Je trouve que nos familles en métropole pourraient s'intéresser un petit peu plus à la façon dont les familles polynésiennes s'intéressent à l'école, et en particulier dans les archipels éloignés, où j'ai pu constater effectivement que les parents sont très présents et en tout cas sont très à l'écoute du parcours de leurs enfants. La troisième chose, c'est que c'est une terre d'innovation. Il faut sans arrêt se réinventer compte tenu des contextes. C'est quand même ici qu'on a créé la 6e à l'école et qu'on a créé la 2e au collège. Donc ce sont 2 dispositifs qui n'existent pas en métropole et que les métropoles regardent de près et sur lesquels il nous faut absolument avancer et évaluer un petit peu les effets de ces dispositifs. Est-ce que oui ou non ça permet à ces élèves de progresser et de réussir dans leur parcours? Et puis la dernière chose, c'est la question identitaire. Je trouve qu'on a une école capable à la fois de s'ouvrir vers le monde, grâce, je dirais, aux programmes qui nous sont proposés, aux examens qui permettent de pouvoir permettre aux élèves polynésiens de quitter la Polynésie pour se former ailleurs, mais en même temps cet attachement à cette identité culturelle qui est fondamentale. Et on retrouve dans les activités artistiques, culturelles, sportives du Fénois, on retrouve des ingrédients pour mieux apprendre. Alors, violence, addiction, obésité, écran, quels sont aujourd'hui les défis prioritaires du système éducatif polynésien ? Vous avez parfaitement bien résumé. Le premier des défis, c'est les savoirs fondamentaux. Je crois qu'en fait, on ne peut construire une société cohésive que si à un moment donné, nos enfants apprennent à lire, écrire ensemble, à être capables d'avoir les bases des outils mathématiques et scientifiques, une culture du numérique. C'est la base. Cette base-là est fragile. Il faut qu'on y travaille. Deuxième enjeu que je vois, c'est un enjeu qui est en lien avec la continuité du parcours. On a des discontinuités très fortes. Nos enfants polynésiens peuvent être amenés à quitter très tôt leur famille, à quitter très tôt leur archipel. Et ces discontinuités peuvent parfois entraîner des ruptures scolaires, voire des décrochages scolaires massifs, en particulier au collège, mais aussi au lycée. Troisième, si vous voulez bien, c'est l'équité territoriale, rapidement. À laquelle, simplement l'équité territoriale, j'y tiens absolument. Je pense qu'il faut absolument décentraliser. On parle de centralisme parisien, mais il faut décentraliser ici. Ne pas parler que de l'école à Tahiti, il faut aussi parler de l'école dans les autres archipels, parce elle mérite qu'on s'y intéresse et qu'on y investisse beaucoup. Alors, dernière question, rapidement. La nouvelle convention État-pays pour l'éducation doit être adoptée avant la fin de l'année. Vu le contexte politique actuel, êtes-vous confiant ? Toujours confiant. Je suis confiant pour une raison très simple, que je ne vois pas comment on ne peut pas se mettre d'accord pour la question de l'avenir de nos enfants. C'est impossible. Le politique doit être capable de dépasser les clivages pour s'intéresser aux générations futures. Merci André Canvel. Je rappelle que vous êtes le vice-recteur de la Polynésie. Merci beaucoup. Donner une personnalité morale aux baleines pour mieux les protéger, c'est le pari du centre Rahui et du Moana Nui Sanctuary Trust de Nouvelle-Zélande. L'aventure Avei Moana démarre au Fénois avec l'arrivée ce soir du navire SV Resilience. Cette expédition scientifique et autochtone va sillonner nos îles, puis Tonga et Samoa pour raviver le fée, la pieuvre légendaire de Polynésie, Esther Cuneo. Dans la mythologie polynésienne, elle est l'incarnation du dieu suprême Ta'aroa. Dans de nombreuses familles polynésiennes, elle est un Tohura protecteur. Chez nos cousins maoris, elle porte le même nom, Tohora. Et dans leur mythologie, elle est aussi une créature sacrée, gardienne des océans. C'est donc autour de ce cétacé emblématique que le projet Avei Moana est né. Ce projet a en réalité vu le jour à Maupiti. De nombreux Ariki se sont réunis pour discuter de la meilleure façon de protéger le fée de Polynésie.
Le fait est, la pieuvre qui unit les peuples du triangle polynésien avec ses 8 tentacules. 8 archipels, reliés par des routes de navigation ancestrales. Dans leur sillage, le projet à bord du Résilience ira à la rencontre des Raromatei, puis de Tonga et des Samoa pour les embarquer sur le projet. Notre plan, c'est de donner la personnalité juridique à notre tohora, ce qui lui permettra de bénéficier d'un ensemble de droits. Pour ça, on propose la création d'un conseil de gouvernance qui serait composé de Maori et de Maori, avec des scientifiques et des défenseurs de l'environnement locaux, afin de donner une voix à la baleine. Faire de la baleine une entité vivante, dotée de droits propres, au même titre qu'un être humain. Le concept a déjà inspiré la Nouvelle-Zélande avec le fleuve Wanganui ou l'Équateur avec la Pachamama, la terre-mère. L'idée de donner la personnalité morale de manière cohérente sur plusieurs pays, Tonga, en commençant par Tonga, la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, ce serait une première mondiale parce qu'en plus les baleines vont traverser plusieurs fois en dehors des juridictions nationales. Donc le mécanisme devra s'appliquer à l'ensemble de cette zone qui est extrêmement vaste. Et dans la construction commune de cet écosystème de protection, le rahui a un rôle clé à jouer. Donc il y a des moments clés dans la vie de la baleine où les corridors doivent être protégés. Le rahui est un outil vraiment bien parce que les gens connaissent, parce qu'il est temporaire, le temps d'émigration, et on a bon espoir également dans le cadre du BBNJ de l'appliquer au-delà des juridictions nationales. Traité international signé par de nombreux États, BBNJ permet la mise en place d'aires de protection au-delà des juridictions nationales. Il n'existe aucune forme de gouvernance dans nos hautes mers. Les baleines sont exposées aux collisions avec les navires, à la pollution sonore et aux activités industrielles nuisibles. Nous proposons donc, grâce à la personnalité juridique et en recourant à nos pratiques coutumières telles que le rahui, de créer un halo de protection lorsqu'elles quittent ces eaux. Pour Mere, le fond du projet a aussi vocation à faire revivre les traditions de nos ancêtres. En fin de compte, il s'agit de notre wakapapa, notre généalogie. Nous devons faire revivre les traditions de nos ancêtres et nous rappeler que nous sommes tous liés par la généalogie. Pour les porteurs du projet, la baleine n'est pas seulement une espèce à protéger. Elle est le fil d'une généalogie qui relie les peuples du triangle polynésien depuis des siècles. Dans le reste de l'actualité, 25 Polynésiens participeront dès demain aux ateliers organisés par l'ICANN, l'International Cultural Arts Network. Les professionnels du cinéma venus animer ces sessions sont arrivés hier soir au Fénois. Parmi eux, des figures bien connues du grand écran comme les acteurs Cliff Curtis, Branscombe Richmond et Te Ao Ohinepehinga, la productrice Angela Laprêtre ou encore la légende des cascades Brian Keaulana. Une seconde session est d'ores et déjà programmée, comme nous le précise le président Moetai Broderson au micro de Sam Teinauri. Il y a 4 mois de cela, j'étais à Hawaï pour un tout autre contexte et puis j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Jason Momoa, Angie Laprette et Brian Keaulana qui sont parmi les fondateurs de cette association qui s'appelle ICANN, qui forme au métier du cinéma. Et donc nous avons lancé il y a 4 mois ce projet un peu fou de tenir un workshop ICANN ici à Tahiti. Et c'est aujourd'hui chose faite, ça commence lundi. Et on a des acteurs de renom comme Cliff Curtis, Te-Ao. Ils ont tous les deux joué dans Chief of War et dans plein d'autres grands films qui seront là pour enseigner les arts du cinéma à 25 de nos enfants qui ont candidaté en envoyant des self-tapes qui ont été sélectionnés donc, sur un panel d'énormément de candidatures. C'est la première session, il y a une prochaine session qui se tiendra au mois de février de l'an prochain. Donc c'est, je crois, un nouveau départ pour l'industrie du cinéma et l'audiovisuel chez nous. On l'a connu sous les projecteurs de Miss Tahiti, mais c'est loin de toute cette agitation que Rachel Moutam a choisi de revenir sur son île natale. Un retour aux sources intimes et discret sur Raiatea, aux côtés de son compagnon Vaitea. Roni Moufat l'a suivi lors de cette parenthèse de 2 jours.
Comme une simple visite, sans mise en scène ni comité d'accueil, Rachel Moutam débarque à Riatea sans vraiment prévenir sa famille. Son objectif, garder la surprise pour les siens et vivre ses retrouvailles à son rythme. Oui, non, je voulais prévenir personne. Je voulais en fait les faire une petite surprise et débarquer peut-être dans le dos. Coucou, c'est moi. Mais l'île est petite et les nouvelles vont vite. Informé de son arrivée, Thomas Moutam, maire de Taptapuatea et demi-frère de Rachel, la rejoint quelques minutes à peine après son atterrissage. Le soir même, c'est toute la famille qui est réunie. Une première depuis une quinzaine d'années, depuis la disparition de leur père. Le lendemain, direction Opua, le village de son enfance et le marais Taptapuatea, longtemps son terrain de jeu favori. Quand j'étais petite, c'était mon terrain de jeu, c'était mon endroit où je pouvais gambader partout. J'allais même sur le marais parce que voilà, quand j'étais petite, j'étais pas consciente que c'était un endroit sacré, que c'était préservé, qu'il fallait respecter, qu'il y avait des choses à pas faire. C'était un peu comme ton parc privé. C'est ça. C'était ma cour de récré à moi, ma cour de récré personnelle. Ici, beaucoup n'ont pas oublié la petite Rachel, celle qui courait les chemins du village, que son père rappelait à coups de sifflet, celle qui grimpait aussi aux arbres avec son oncle. C'est des familles, de grimper aux arbres, tout ça, d'aller... Voilà. C'était des familles, de se salir. Et là maintenant, je la vois comme ça, elle rayonnait. Elle brille, tu vois, c'est touchant. Quand je venais à Riatea, je demandais toujours à venir chez Mami Nora parce que je savais qu'il y avait tonton Alain aussi. Et je savais que quand j'arrivais ici, je me fous mes affaires dans la chambre et hop, on va à la rivière, on va dans le Fatou, on va donner à manger à ses coqs. Avant, elle n'était pas comme ça. Ouais. Je la connaissais, elle était plus Kaïd. Kaïna, tout ça. C'était la Rachel, là, elle était sauvage, tout ça. Elle arrivait, elle courait de partout. Le séjour s'achève sur un moment plus solennel. Le recueillement devant la tombe de son père, champion de la culture de vanille, aujourd'hui enterré au cœur d'une vanillerie. Un court séjour, mais chargé de sens pour Rachel Moutam, qui promet ne plus laisser passer autant de temps avant son prochain retour. Enfin, direction Takapoto, où le festival Makeva a rassemblé les 500 habitants de l'atoll au Pepe Ariki Matapo. Une cinquantaine d'artistes sont montés sur scène pour faire vivre l'histoire de leur île à travers chants et danses. 3 groupes représenteront Takapoto au grand rassemblement de Rangiroa en novembre prochain. C'est un reportage signé Punua Toti et Hinate Amari. La culture et les contes Paumotu font partie intégrante de l'histoire de Takapoto. Une fois la journée de travail terminée, les activités culturelles prennent le relais, permettant aux traditions, aux chants et aux ori Paumotu de se transmettre de génération en génération. Sur la scène d'Ariki Matapo, 3 groupes se sont illustrés avec le même objectif, partager et transmettre le patrimoine Paumotu. Le premier objectif, c'est le retour aux sources de notre jeunesse. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je parle de ceux de Takapoto, ont oublié leur culture. Ils doivent apprendre leur terre, leur langue, leurs us et coutumes avant d'aller la faire découvrir à l'étranger. Si promouvoir la culture des îles Paumotu est une évidence pour certains, c'est aussi un véritable défi pour d'autres. Prochain objectif pour les artistes de Takapoto, le festival Makeva qui se tiendra à Rangiroa. Cela se discute au sein du conseil municipal. Pourquoi aller à cette rencontre à Rangiroa? Quel avantage ça aurait pour nous? Il faut qu'on se mette autour de la table pour décider si Takapoto participera à cette rencontre. Comme pour le Heiva Itaiti, le Makeva célèbre la culture Paumotu. Chants, danse, artisanat, sport traditionnel, un festival dont l'objectif est aussi de préserver et transmettre l'identité culturelle des atolls des Tuamotu.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite sur notre antenne, retrouvez un nouvel épisode de votre série Polynésie, le pouvoir des plantes, consacré ce soir aux vertus du Kambava. Place ensuite au cinéma avec votre téléfilm Amour sucré-salé. Et enfin, votre magazine Zone Interdite vous emmènera dans les coulisses du zoo de Beauval. Demain, retrouvez Athéna Milcam pour vos éditions de la semaine. Très bonne soirée à tous et bon début de semaine. À bientôt sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.